Je vais appeler les participants à la table ronde numéro 2. Et pendant que vous vous installez, je propose de mobiliser encore notre grand témoin, Ada Abdelli. Et j'aimerais que nous ayons votre analyse. Votre éclairage, votre analyse, c'est ça, parce que vous avez une fine connaissance du handicap, vous avez un sens aigu de la psychologie humaine, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous l'avez remarqué aussi. Oui, tout à fait. Et donc, cette fois, j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes un agent dans la fonction publique et que vous accueillez. Comment accueilleriez-vous un collègue qui rentre d'un arrêt maladie suite à un cancer? Comment feriez-vous? Déjà, j'aurais pas beaucoup d'efforts à faire parce qu'il faut que vous sachiez que je travaillais à la mairie de Marseille. Donc vous avez remarqué quand même que dans la même phrase, j'ai mis travailler et mairie de Marseille. Déjà, dans la fonction, dans la fiction, j'étais. Écoute, je suis assez troublé parce que j'ai beaucoup entendu que quand on n'était pas en maladie, on n'était pas en vacances. Et c'est très bizarre qu'on insiste autant. Je me demande si c'est pas un peu vrai quand même. Donc voilà, c'est ce que je me dirais. Il est en vacances, il va reprendre. Bon, c'est bien, tu vois, je vais un peu souffler, quoi. Oui, là c'est à toi normalement. Ah, je vois bien, oui, c'est à moi. Et imaginons, donc on a vu qu'il fallait adapter les conditions de travail et notamment pourquoi pas mettre en place un temps partiel thérapeutique. Imaginons que ton collègue revienne en temps partiel thérapeutique au fond de toi, mais qu'est-ce que tu penserais ça? Déjà, l'arrêt maladie, je présume qu'il est un peu long, donc ça dure un certain temps. Reprendre à mi-temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu abusé, tu vois? On a beau, il y a des moments où il faut savoir s'assumer, quoi. Merci Ada, je pense que c'est... Ça t'a éclairé, tu as vu, je suis triste. Tu nous éclaires. Ouais, j'ai aucun filtre, moi j'y vais. Je pense que tout le monde est en train d'avancer dans le bon sens. Ouais, j'avance moi, malgré mes cannes. Voilà. Et puis on a vu quand même que il peut y avoir des maladresses, donc l'idéal c'est plutôt d'être dans l'empathie. Complètement. Quels conseils tu donnes aux agents pour être empathiques avec leurs collègues qui rentrent comme ça? Jessica nous en a parlé tout à l'heure, c'est salut, tu vas bien, alors t'as eu quoi comme concert? Ouais, ça c'est bien ça. Ça crée des liens. Tout à l'heure, grâce au docteur Nourri, j'ai vu qu'il y avait aussi. Alors, t'en as pour combien de temps? C'est pas mal ça aussi. C'est pas mal non plus. Ouais, non, mais quand j'y vais, je vais à fond, moi. D'accord. Et imaginons que ton chef vienne te voir en disant, ben voilà, il y a le collègue qui est rentré. Et en fait, on a un projet là assez ambitieux, qui a des gros enjeux pour la collectivité, et on voudrait que vous soyez tous les deux sur le projet. Toi, comment tu réagis? Plutôt mal, parce que moi, je suis plutôt réputé pour un mec qui bosse beaucoup. Me retrouver avec quelqu'un qui est en mi-temps thérapeutique, ça veut dire qu'il sera là la moitié du temps. Ça veut dire qu'il faut que je travaille 2 fois plus. Et je te rappelle que j'ai commencé en disant que je travaillais à la mairie de Marseille. D'accord. Donc, tu vois, ça fait beaucoup pour une seule personne. Ouais. Eh bien, je crois qu'il devient urgent de passer à la deuxième table ronde. Merci, dommage, j'avais plein de choses à dire, mais bon, écoute, si tu veux couper court, je vous laisse la parole. Merci. Alors l'objectif de cette deuxième table ronde, eh bien, c'est de voir quels sont les acteurs qui vont pouvoir apporter un appui, alors soit aux employeurs, soit aux personnes en fin de compte. Mais ça nous a semblé intéressant que les employeurs et notamment le réseau des référents handicap, eh bien, soient au clair sur les ressources qui étaient disponibles parce que dans le cadre du maintien du lien, on peut entendre un référent handicap ou en tout cas un personnel RH pourrait entendre des besoins, des difficultés rencontrées par l'agent, et c'est quand même difficile d'entendre comme ça des plaintes et de ne pas être en capacité de réorienter, de proposer des solutions. Et en fait, des solutions, il en existe. Donc on va commencer par l'intervention de Rémi Delaporte, de la Ligue contre le cancer de Moselle. Et vous allez nous expliquer un peu l'offre de services, les appuis qui peuvent être apportés aux personnes malades. Oui, c'est ça exactement. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter tous les soins de support qu'on peut proposer donc à la Ligue contre le cancer, donc que ce soit pour les patients, mais également donc pour les proches aidants. Donc à savoir que là, je vais vous présenter ce qu'on a en Moselle,
Mais je vous invite donc à vous renseigner auprès de la ligue de votre département qui doit proposer à peu près les mêmes offres que nous. Donc en Moselle, on a des soins de support donc, qui sont faits donc, pour améliorer la qualité de vie des patients. Et ces soins de support donc, vont être validés par l'INCa. Donc ils sont au nombre de 4. On va avoir donc la socio-esthétique. Donc ça va être des différents soins de bien-être et également pour améliorer donc, l'estime de soi des patients. On va avoir l'activité physique adaptée. Donc c'est très important donc, pour améliorer donc, également la qualité de vie du patient donc, au quotidien. Et donc, pour cela, donc, on va effectuer un bilan initial au début de la prise en charge, donc, pour voir ses capacités et voir ce qu'il peut faire et ce qu'il a envie de faire aussi. Hein. Et c'est quoi l'enjeu là? L'enjeu, c'est de maintenir en forme, c'est que les soins soient mieux supportés, c'est tout à la fois. Ouais, comme vous dites, tout à la fois. Donc c'est vraiment donc pour reconditionner à l'effort, pour reprendre une activité aussi, et donc également pour le côté social, pour ressortir de chez soi, quoi, pour éviter l'isolement. On va avoir aussi donc tout ce qui va être diététique, donc des conseils en alimentation. Et également donc de la psychologie qui là va être aussi donc pour les proches aussi. Donc on a une prise en charge de psychologie qui va être pour le patient mais aussi pour ses proches. D'accord. Voilà. Et au-delà des 4 soins de support que j'ai proposés, on va avoir d'autres soins qui tournent autour, qui vont être plus sur le bien-être, donc que ce soit en collectif ou en individuel. D'accord. Donc voilà pour les soins de support qu'on peut proposer à la Ligue. Et ces soins sont financés comment? Est-ce que le patient devra trouver une solution de financement? Est-ce que c'est la Ligue qui a ces financements, qui propose ça, entre guillemets, puisque tout a un coût, mais un accès gratuit aux patients? Comment ça se passe? Donc, du coup, tous les soins qu'on propose, donc, ils sont gratuits pour une durée de 1 an minimum, et c'est financé grâce aux dons qu'on perçoit à la Ligue contre le cancer. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, l'accès à vos appuis j'imagine que c'est bien connu dans le réseau, j'imagine que c'est bien connu par les oncologues et les praticiens qui accompagnent ces patients, avec comment dire, la proposition, l'accès à vos appuis sont quasiment systématiques ou pas tant que ça? Alors, pas systématique, donc on essaye de se faire connaître un maximum. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Voilà, c'est vraiment pour que tout le monde ait au moins l'information que c'est possible et qu'ils aient la possibilité de participer à ces soins de support. Okay. Donc dans le maintien du lien, on peut un peu questionner l'agent pour essayer d'identifier les besoins et éventuellement renvoyer vers vous. C'est ça, exactement. Ouais. D'accord, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors on a beaucoup entendu parler de Cap Emploi, hein, à plusieurs reprises, là, depuis le début de cette matinée. Alors Nathalie Krembach, vous êtes chargée de mission maintien dans l'emploi à Cap Emploi, parce que c'est vrai que là c'est essentiellement des agents qui sont en poste et qui tombent malades, hein, donc on est bien sur le sujet du maintien dans l'emploi. Quel est l'appui concret que peut apporter un employeur sur l'accompagnement d'une situation telle que celle qu'on aborde aujourd'hui? Alors, merci pour l'invitation déjà. Donc, pour commencer, une brève et rapide présentation de Cap Emploi pour vous situer un peu notre accompagnement. Donc, Cap Emploi est un opérateur de diversité qui porte différents services dédiés à l'accompagnement, à la formation, à l'emploi et au maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc, mon intervention de ce jour va porter sur la partie accompagnement de personnes en emploi, en situation d'emploi, d'arrêt de travail, du fait d'une maladie invisible et notamment qui traite du cancer aujourd'hui. À savoir que ce qui va être évoqué lors de l'intervention peut s'appliquer bien entendu à tout type de pathologie. Donc je suis partie en fait d'un premier constat via la littérature que j'ai pu trouver sur le net, notamment ce que vous présentiez sur le retour à l'emploi des personnes atteintes d'un cancer 2 ans et 5 ans après le diagnostic. Donc ce qu'on constate, c'est que la majorité de ces personnes, qu'on appelle dans la littérature des survivants, ce qui m'a un peu choquée aussi, reprennent le travail environ 2 ans après le diagnostic de la maladie. Ce qui est important, c'est que pour eux, le travail est vraiment considéré comme un élément déterminant de la qualité de vie si les conditions de travail sont suffisamment bonnes.
Donc pour permettre ce retour à l'emploi, il est important de s'intéresser aux conditions de travail, de s'intéresser aux facteurs qui permettent de favoriser ce retour à l'emploi, mais également à ceux qui seraient un frein. Donc les facteurs facilitants seraient notamment avoir une autonomie dans son travail, avoir des marges de manœuvre pour gérer la fatigue, permettre également la gestion des douleurs, permettre la prise d'un traitement. Donc par exemple, permettre à votre agent d'avoir des pauses un peu plus conséquentes, de pouvoir gérer son activité, de pouvoir switcher entre les tâches. Également avoir le soutien, ça on l'a dit à plusieurs reprises, avoir le soutien de ses managers mais également de ses pairs, pouvoir compter sur le collectif de travail, que le collectif de travail soit vraiment une ressource pour le salarié, pour l'agent. Mais également que l'agent se sente en forme, estime avoir une bonne capacité de travail et qu'il ne suive pas un traitement qui soit lourd et pesant. Au contraire, les facteurs qui seraient plutôt reconnus comme un frein seraient des conditions de travail qui ne soient pas adaptées à la situation de santé de votre agent, des tensions au travail, le collectif qui ne soit pas un soutien, pas de relation de confiance, pas de communication dans le collectif, et également les effets de la maladie, on les a évoqués, qui peuvent être une fatigabilité et des états dépressifs. Donc, or, il ressort que les différentes études montrent que les aménagements des conditions de travail sont vraiment un facteur important et rassurant pour l'agent pour permettre le retour au travail après une maladie et des soins, ce qui se confirme également dans la pratique. Donc, en sachant cela, le service maintien dans l'emploi de Cap Emploi propose un accompagnement qui est individualisé, qui tient compte des caractéristiques propres à chaque individu, à son environnement et à ses conditions de travail. Donc, c'est une prise en charge qui se veut pluridisciplinaire, qui se réalise toujours conjointement en concertation avec les acteurs du maintien dans l'emploi, qui sont bien entendu, l'acteur principal qui est l'agent, le médecin de prévention et l'employeur. À ces intervenants s'ajoutent souvent d'autres acteurs, comme les acteurs du social, les assistantes sociales, du médico-social et des administrations, comme par exemple la MDPH. Donc, concernant notre méthodologie d'intervention, elle va se décliner en différentes phases. On va retrouver une première phase qui est la phase d'analyse de la situation professionnelle et de santé de l'agent. Donc, c'est quelque chose qui serait à réaliser le plus en amont possible de la reprise, mais bien entendu, une fois que l'état de santé de l'agent le permet, que l'état de santé est consolidé, que l'agent se sent en capacité de reprendre et qu'il ait le feu vert de l'ensemble de ses médecins. Donc cette phase permettrait d'identifier les freins et les atouts pour la reprise, de recréer le lien avec les acteurs du maintien, donc avec l'employeur, avec le médecin du travail. Donc on va notamment proposer à l'agent de prendre une visite à sa demande ou une visite de pré-reprise et d'identifier collectivement l'ensemble des actions et des mesures qui seraient nécessaires à son retour à l'emploi. Donc, parmi ces mesures, on va retrouver donc, notamment les appuis spécifiques qui seront prochainement donc, présentés par M. Gras et par M. Sutera. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ces mesures. Donc, ces appuis spécifiques permettraient notamment d'évaluer les capacités physiques de votre agent. Donc, savoir si ces capacités permettraient un retour tel quel sur le poste ou est-ce qu'il faudrait peut-être envisager des aménagements spécifiques. On peut également mobiliser ces appuis spécifiques pour faire de la sensibilisation aux équipes de travail, aux encadrants, pour présenter un peu la pathologie et notamment pour expliquer les impacts du handicap sur l'activité, ce qui permet d'éviter un peu les incompréhensions des collègues et ce qui peut amener à des tensions dans les équipes. On peut également envisager, si la situation de travail est complexe, mettre en place une étude ergonomique de cette situation de travail. Donc faire intervenir un ergonome sur le poste pour qu'il puisse faire un état des lieux, faire un diagnostic de la situation, identifier les contraintes au poste et quelles seraient en effet les solutions de compensation du handicap. Donc l'ergonome ira jusqu'à la recherche de devis et jusqu'à la proposition de fournisseurs de devis et de plans de financement.
On peut également se poser la question, lors de cette étude, de savoir est-ce qu'on pourrait peut-être mettre en place une période de mise en situation avant la reprise, ce qui permet de confronter l'agent pendant son arrêt de travail à son poste. Est-ce qu'il peut reprendre sur son poste dans les mêmes conditions? Est-ce qu'il faut peut-être envisager un aménagement de ce poste, technique, organisationnel, humain? Faut-il réfléchir à un reclassement sur un autre poste ou sur une autre fonction, solliciter le comité médical par exemple, ou se poser la question d'une reprise en temps partiel thérapeutique, ce qui permettrait à l'agent de pouvoir gérer ses soins, ses prises de médicaments. Lorsque la reprise n'est vraiment pas envisageable, lorsque l'on peut se poser la question de l'inaptitude à l'ensemble des fonctions, ne faut-il pas envisager une reconversion professionnelle? Et là, Cap Emploi a également un service dédié à cette prise en charge, à cet accompagnement à la transition professionnelle. Donc travailler sur le deuil de l'ancien métier, proposer peut-être un accompagnement via un bilan de compétences, à une formation, pour que cet agent puisse se projeter dans un autre futur. Donc voilà pour la première phase. La seconde phase serait plus une phase de mise en œuvre de ces préconisations, donc par la mobilisation des prestataires, notamment des prestataires PASS, ou des prestataires d'études ergonomiques ou de fournisseurs de matériel idoine. On peut également citer la MDPH que l'on peut solliciter dans le cadre d'une prestation de compensation du handicap. Nous allons également organiser des essais de matériel en situation réelle lors peut-être d'une période de mise en situation au moment de l'arrêt ou au moment de la reprise au travail. Notre rôle est également d'accompagner, de sensibiliser les employeurs au financement de ces solutions en passant par des demandes d'aide auprès du FIPHFP via la plateforme PEPS. Et la dernière phase est une phase de suivi et d'évaluation de la situation professionnelle de l'agent qui va se réaliser à la clôture du dossier à 3 et 6 mois. L'idée étant de vérifier si les mesures qui ont été préconisées par le médecin du travail ont bien été mises en œuvre, ou si l'état de santé du salarié s'est peut-être dégradé, ou qu'il y ait eu une évolution du contexte professionnel. Dans ce cadre-là, nous pourrions réintervenir et réévaluer cette situation. Donc l'objectif étant vraiment de sécuriser au maximum le retour à l'emploi de l'agent et de pérenniser son maintien dans l'emploi en tenant compte de ses difficultés en lien avec sa pathologie. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Alors merci. Moi, j'aurais il y aurait peut-être des questions dans la salle. Moi, j'aurais une question à poser, plutôt une demande de précision. On a eu tout à l'heure la présentation du service Comet. Et en fin de compte, il y a un vrai parallèle. Il y a des missions qui sont quand même assez proches. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la distinction entre les deux? Alors, on va dire que le service maintien dans l'emploi est vraiment un service de retour au poste une fois que l'état de santé est stabilisé. On n'est plus dans l'étape de soins, on est vraiment dans l'étape on retourne au travail. Alors moi, la différence que je voyais, c'est qu'en fin de compte, Comet est intégré dans des établissements de soins. Et en fin de compte, Comet arrive quasiment au chevet du malade. Il est dans la structure du malade et ensuite il va accompagner au maintien dans l'emploi et normalement il va jusqu'au bout. Donc ces situations-là, normalement Cap Emploi n'est pas mobilisé parce que c'est Comet qui va accompagner le retour. Est-ce que je me trompe ? Alors, on n'a jamais été confronté à ce genre de situation. Je pense que ça doit être quand même bien délimité. Oui, c'est ça. Voilà, on n'a jamais été en fait en concurrence. Si donc, non, mais il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez entendu parler de Comet. En fait, l'employeur ne va pas mobiliser Comet. Parce que Comet, en fait, il arrive avec le patient. Si effectivement Comet est intégré dans l'établissement dans lequel est soigné le patient, eh bien, à un moment donné, l'établissement va identifier qu'il a besoin d'être accompagné dans son retour à l'emploi. Ça va lui être proposé. Et ensuite, quand effectivement le contact avec l'employeur sera nécessaire, Comet sera dans la boucle. Cap Emploi, c'est complètement différent. L'employeur va pouvoir mobiliser en disant voilà, j'ai un agent, on a des prises de contact, on commence à avoir la reprise, la reprise de poste commence à se profiler. On voudrait préparer ça.
on aurait besoin que l'agent soit accompagné et qu'on ait bien identifié les besoins de compensation, qu'on mette en place toutes les mesures. Et dans ce cas, pour le coup, c'est Cap Emploi qui... l'employeur va pouvoir mobiliser Cap Emploi. Est-ce que j'y vois bien clair? Alors c'est vrai que je n'ai pas précisé au démarrage. Donc, bien entendu, l'employeur peut solliciter Cap Emploi pour un agent en situation de handicap qui nécessiterait des adaptations spécifiques sur le poste. Mais les médecins de prévention peuvent également nous solliciter que l'agent soit en arrêt de travail ou encore en poste. Mais l'agent peut également directement solliciter le service Cap Emploi. Et on est d'accord, parce que tous ces dispositifs concernent les personnes en situation de handicap, mais en fin de compte, pour mobiliser le Cap Emploi, il n'est pas nécessaire d'avoir cette RQTH encore posée. Le public qui est cible, c'est un public pour lequel l'état de santé représente une réelle problématique. Pour le coup, c'est dans le retour à l'emploi. Et après, vous avez le temps d'accompagner la personne aussi à la demande d'RQTH. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Ouais. Le diable se cache dans les détails parfois, donc c'était une précision importante, me semble-t-il. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc vous avez expliqué qu'effectivement Cap Emploi pouvait mobiliser des expertises. Ces expertises, vous en avez nommé plusieurs, notamment avant on avait les PASS, les prestations d'appui spécifiques. Aujourd'hui on parle d'appui spécifique, pour quelques changements de termes, mais pas que. Il y a quand même ces expertises viennent d'évoluer un peu. Soit c'est Cap Emploi qui va les mobiliser un peu comme le ferait notre médecin généraliste. On a un problème de santé, on va avoir le médecin généraliste qui va mobiliser si besoin un spécialiste. Et bien si on a un problème de maintien dans l'emploi, on a notre généraliste du maintien dans l'emploi qui est Cap Emploi qui ira si besoin mobiliser un expert. Et ces expertises-là qui sont financées par le FIP et la GFIP sont gérées concrètement par la GFIP, et on a Monsieur Gras qui est à la GFIP chargé de ce dossier, et on vient d'avoir un nouvel appel d'offres, donc ces expertises ont sensiblement évolué. On vous a sollicité pour que vous puissiez venir nous expliquer comment ces appuis spécifiques fonctionnent dorénavant en région Grand Est. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de rendre un cahier des charges intéressant. Est-ce que je peux demander tout d'abord qui dans la salle connaît les prestations d'appui spécifiques, juste pour savoir, voilà, à peu près, donc une bonne moitié, on dirait une bonne moitié, non? À peu près, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Donc, dispositif, hein, donc, tu l'as dit, cofinancé par la GFIP et le FIP, qui existe depuis de nombreuses années, et dont le nouveau marché vient de prendre effet au 2 avril dernier. Et donc en effet, il y a eu pas mal d'évolutions par rapport au marché précédent. Alors, moins sur la partie en emploi, donc vu que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais un peu éclipser la partie vers l'emploi, mais pour rappel, hein, les appuis spécifiques sont un service mobilisable à toute étape du parcours, quelle que soit la typologie de handicap. Et donc, en définition simple de ce qu'est un appui spécifique, tout simplement, en fait, c'est de pouvoir bénéficier d'un éclairage expert et ponctuel pour vérifier un point précis. Donc, par exemple, l'analyse des capacités d'une personne par rapport à un métier, identifier quelles pourraient être les solutions de compensation à mettre en place, appuyer l'employeur ou l'organisme de formation à les mettre en place s'il y a besoin. Et on verra, il y a également quelques nouveautés, un service information et de nouveaux modules, puisque ça fonctionne par module. Et donc, les principales finalités en emploi qu'on pourrait retrouver des appuis spécifiques. Donc, le premier est probablement le plus utilisé, c'est l'identification des solutions de compensation. Donc, encore une fois, quelle que soit la typologie de handicap, dans le but en fait, de favoriser l'autonomie et l'autonomisation de la personne bénéficiaire, donc c'est-à-dire qu'elle puisse faire elle-même et qu'elle puisse apprendre à faire elle-même. Également, ça permet d'apporter en fait, voilà, des billes à l'équipe de management, à la direction, par rapport
à la situation d'une personne sans handicap, ses répercussions. Similairement, ça permet, et Jérémy en parlera de manière plus concrète juste après, de sensibiliser le collectif du travail à un handicap. Et donc, ça aurait été bien utile, on l'a vu tout à l'heure, dans le cas de l'intervenante précédente de la table ronde numéro 1. Jessica. Et Jessica, oui, tout à fait. Et également, dans certaines situations, ça permet de vérifier. Alors, les appuis spécifiques ne relèvent pas du champ médical, donc ça ne délivre pas d'avis d'aptitude ou d'inaptitude. Ça, c'est le rôle du médecin du travail. Donc, mais ça permet quand même de vérifier en amont qu'une personne serait capable ou non d'exercer un tel métier. Voilà. Hop, slide après. Alors, beaucoup de changements par rapport au marché précédent, où dans le marché précédent, en fait, il y avait une fiche de prescription papier à renseigner et à envoyer directement au prestataire, ou à la GFIP pour validation au préalable. Aujourd'hui, la GFIP est passée au XXIe siècle et donc a développé un outil, une plateforme qui s'appelle Digital et qui est utilisée à la fois pour mobiliser et suivre ces demandes d'aide financière comme exclusivement les prestations d'appui spécifiques. Donc plus de papier, uniquement par ce biais. Vous avez l'adresse dans le support et voilà. Également, nouveauté de ce nouveau marché, la qualification de la demande, c'est-à-dire le choix du module le plus approprié à la situation ne revient plus à vous, employeur ou prescripteur, mais revient au prestataire. C'est-à-dire que vous, employeur ou prescripteur, allez maintenant juste exprimer un besoin et lors d'une première phase d'échange en fait, entre le prestataire, le prescripteur, l'employeur et la personne, le prestataire va choisir quel module sera le plus adapté à cette situation. Et donc vous avez en dessous là des slides les différents modules. Donc plusieurs enchaînements possibles. Évidemment, des fois, il n'y en a qu'un ou deux qui peuvent être le plus adaptés à la situation. Et donc ils seront faits l'un après l'autre. Et donc vous avez aujourd'hui 4 modules, l'analyse de la situation, l'analyse des capacités, évaluation approfondie avec préconisation, conseil et appui à la mise en œuvre, et un nouveau module supplémentaire qui n'existait pas dans l'ancien marché, le module suivi de préconisation obligatoire dès lors qu'il y a eu une intervention dans l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les prestataires sont chargés à 6 mois de vérifier que toutes les préconisations d'aménagement de poste qu'ils avaient fait ont bien été réalisées et vérifier également s'il n'y aurait pas d'autres choses à faire. Nouveauté également, et ça je vous invite vraiment à les solliciter parce qu'ils sont là pour ça, donc l'arrivée d'un service information, alors au niveau national, donc il y en a un par région. En Grand Est, le service est porté par Action et Compétences en groupement avec l'ADAPI Pavillon Blanc, donc qui sont également prestataires appui spécifique troubles du neurodéveloppement, donc ils connaissent leur sujet. Vous pouvez les solliciter quelle que soit la typologie dans le handicap de la personne que vous accompagnez. Et ce service, en fait, sert à plusieurs choses, à vous aider, en fait, de manière globale, soit en vous représentant ce qu'est les appuis spécifiques, soit en vous aidant en cas de situation de multi-handicap pour définir quel est le handicap prégnant de la personne. Également, parfois, si vous avez des doutes, là, on a eu le cas hier, par exemple, où il y avait un prescripteur qui ne savait pas trop si il s'agissait d'un handicap mental, et donc trouble du neurodéveloppement, ou un handicap psychique. Et donc, après échange avec ce service info, ça a été plus clair, et donc ça a permis d'orienter vers le bon prestataire.
Donc avant, le conseil qu'on donnait aux employeurs, c'était, lorsqu'ils avaient un doute, c'était de contacter directement le prestataire de la base qu'ils imaginaient être la bonne, d'échanger pour vérifier que c'était avant de prescrire. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, on ne prend plus contact avec les prestataires des bases concernées, mais on a une garde-tri un petit peu, hein, un service information qui va justement faire ce travail-là. Idéalement, oui. Alors après, voilà, il y a un temps de transition et d'adaptation. Donc, si vous connaissez le prestataire concerné, vous pouvez quand même l'appeler et puis il vous répondra avec plaisir. Mais en théorie, c'est plus dans ses missions en amont donc de l'accompagnement de la personne. Il n'est plus non plus payé pour le faire, voilà, concrètement. Donc s'il le fait, c'est par professionnalisme et gentillesse. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, maintenant, pour voir comment ça se passe sur le terrain, je passe la parole à Jérémy Sutera de Action Industrie. Alors effectivement, dans les évolutions de ces appuis spécifiques, il y a une nouvelle prestation, notamment pour les maladies invalidantes, et c'est complètement en phase avec le sujet du jour. Donc on vous a demandé de venir nous présenter ce nouvel appui spécifique. Jérémy, je vous en prie. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Deux, trois mots juste pour nous présenter. Donc Action Industrie, c'est un cabinet d'ergonomie avec une équipe pluridisciplinaire, donc qui intervient sur ces appuis spécifiques. Alors, les motrices et également, du coup, depuis cette année, effectivement, sur les maladies chroniques et invalidantes, dont cancer, du coup, fait partie. La question qu'on me pose régulièrement, c'est quand on les mobilisait d'abord ces prestations, à quel moment vous faites appel à nous, à quel moment le prescripteur ou l'employeur peut faire appel à nous. Et je vais rebondir du coup sur le dessin du docteur Nouri tout à l'heure, qui du coup me permet de répondre que le moment de la mobilisation va dépendre vraiment à quel moment. Pardon, je m'embrouille avec. Hop, voilà. À quel moment la mobilisation va être faite dans le parcours de réintégration du coup de la personne en emploi, dans le sens où on peut être plus ou moins éloigné du coup du travail, comme le montrait bien du coup le dessin. Et la réponse finalement à cette question, c'est que l'échange et la co-construction du coup du parcours avec le bénéficiaire, l'employeur, le prescripteur du coup de l'appui spécifique va nous permettre de définir ce meilleur moment. Donc, ce qui me permet de dire que plus on est en amont de la reprise d'activité de la personne, mieux on pourra répondre à ce besoin-là. Et lui, Adrien a parlé tout à l'heure de l'étape de qualification de la demande. Ça permet également, à n'importe quel moment de la sollicitation de l'appui spécifique, de pouvoir réorienter la prestation. Donc le moment, du fait du caractère évolutif, de la pathologie, du fait du moment où on est dans le parcours d'insertion, c'est le plus en amont possible, bien sûr, comme l'ont déjà dit mes collègues, mais à tout moment, on pourra proposer, à travers la qualification, la réponse méthodologique, le module le plus adapté pour répondre aux besoins du coup du prescripteur, de l'employeur et de la personne. Mais si on reprend un petit peu la logique de l'accompagnement, l'employeur garde le lien. À un moment donné, on se rend compte que la perspective de la reprise commence à s'éclaircir, à quelques mois. Donc là, on peut déclencher une visite auprès du médecin du travail qui va, à un moment donné, effectivement, soit mobiliser Cap Emploi, qui vous mobilisera s'il y a besoin, soit le médecin pourra vous mobiliser directement en disant, voilà, là j'ai besoin Logiquement, c'est bien comme ça que ça peut se faire. C'est exactement comme ça. Donc, à partir de la visite de reprise, alors généralement, c'est plus Cap Emploi qui revient vers nous parce qu'ils ont le contact direct, du coup, avec le médecin du travail. Mais dans la reprise, du coup, du dossier, les échanges qui vont être faits vont intégrer du coup le médecin du travail et on va pouvoir définir ensemble le meilleur moment pour intervenir. Très bien, merci.
Juste peut-être parler, parce que Madame Crombard en a parlé déjà bien, mais les différents modules des appuis spécifiques, plusieurs choses vont pouvoir être faites. Quelle est la plus-value du coup de l'appui spécifique? Il y en a un que j'ai mis en avant, donc c'est l'expertise qui à chaque étape de l'accompagnement du bénéficiaire va permettre de s'adapter aux besoins et aux attentes de l'employeur et de la personne. Donc il va pouvoir y avoir des échanges pour définir du coup un besoin concret, mais globalement les modules vont permettre d'avoir une évaluation des capacités de la personne. Est-ce que les capacités vont permettre du coup de reprendre l'activité sans aucune contrainte? Est-ce que au contraire il faut derrière évaluer l'activité de travail pour pouvoir du coup adapter les tâches de travail et proposer des améliorations organisationnelles, techniques ou en termes de temps de travail. Voilà, donc ça peut être les différents besoins auxquels on va pouvoir répondre. Et puis, vous en avez parlé aussi tout à l'heure, Madame Crombard, mais ça va être aussi l'accompagnement de l'employeur et de la personne à travers la mise en œuvre du coup de ces solutions pour permettre de faire des tests, permettre peut-être de former aux solutions qui vont être mises en place, et puis d'accompagner l'employeur, d'accompagner la personne jusqu'à ce que la transformation de son activité de travail soit effective et qu'elle soit surtout complètement adaptée à la personne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être. Oui. Alors, oui. Alors, j'ai pas tout dit et j'ai pas tout mis dans les slides parce que ça aurait été trop chargé et trop compliqué à tout retenir. Hein, mais donc, plusieurs précisions. Donc, parmi les prescripteurs des applis spécifiques, donc bien sûr, il y a le SPE, donc France Travail, Cap Emploi, Mission Locale. Il y a également les employeurs privés en direct ou les employeurs publics sous convention avec le FIP. Et nouvellement également, alors il ne faut pas que ça soit sur les mêmes missions qu'eux, mais le dispositif Comet. Voilà. Et donc, c'est tout à fait possible que vous sollicitiez donc, un appui spécifique en direct, vous, via la plateforme. N'hésitez pas à nous appeler, nous, à GFIP, si vous avez des questions en amont ou si vous voulez un peu d'assistance technique quant à l'utilisation de la plateforme. Ou si vous avez des questions même en direct, il n'y a pas de souci. Et donc, les modules, par rapport aux modules, juste donc, petite précision, donc, plusieurs modules. Et les durées de ces modules vont de quelques heures à plusieurs dizaines d'heures selon le module et selon les besoins. Donc voilà, un accompagnement parfois bien complet. Oui. Je voulais juste ajouter une dernière chose, les appuis spécifiques, c'est des prestations qui se font vraiment dans l'échange et en mode projet avec les employeurs. Elles ne sont pas déconnectées du coup de... voilà, c'est pas juste un conseil ponctuel, mais elles se font dans l'échange avec le prescripteur, l'employeur, pour qu'elles s'adaptent au mieux du coup à l'environnement de l'entreprise, à l'entreprise, à la structure, et qu'elles répondent de manière optimale aux besoins des acteurs du coup du maintien dans l'emploi de la personne. Merci beaucoup pour ces précisions. Une dernière précision, c'est que tous ces services, aussi bien Cap Emploi que ces appuis spécifiques, sont préfinancés par le FIP. C'est-à-dire que ça ne viendra pas émarger sur vos financements FIP, vous n'aurez pas d'avance à faire, il n'y aura pas de remboursement, donc on est dans une gestion quand même, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est une réponse à un besoin, vous le sollicitez, ils interviennent. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc là, on vient de voir des acteurs qui pouvaient intervenir dans la phase de soins, qui pouvaient intervenir dans la phase d'accompagnement à la préparation, au retour à l'emploi et puis au suivi également, pour ajuster. Et aujourd'hui, à plusieurs reprises, on a vu que la question de la sensibilisation
hein, était importante. Et à la Ligue contre le cancer, on ne fait pas que accompagner les personnes pendant les maladies. On propose également aux employeurs des actions pour sensibiliser autour du cancer. Et c'est Madame Hafner qui va nous présenter cette activité de la Ligue. Oui, en fait, je voudrais déjà commencer par dire que souvent, on entend toutes et tous parler de parcours. Et j'ai déjà envie de parler de parcours de vie, parce qu'on a toutes et tous un parcours de vie, et on sait toutes et tous qu'on a une épée de Damoclès, que le parcours de vie, à un moment, il va s'arrêter. Mais dans le parcours de vie, il y a des fois où vous avez des accidents de vie. Des accidents qui vont être très brutaux, un accident physique, etc. Vous avez des maladies qui vont être brutales, elles vont intervenir, tac, et hop, il y a quelque chose qui s'arrête. Le cancer, c'est un peu différent, parce que le cancer, il fait partie effectivement des accidents de vie, mais en fait, il arrive de façon un peu invisible. Et c'est l'annonce, c'est à ce moment-là où on annonce à la personne qu'elle a un cancer, on lui lève le menton et l'épée de Damoclès, elle vient l'entailler. Et cette entaille, elle va rester. Donc on n'est pas toutes et tous égaux dans notre parcours de vie, mais on n'est pas non plus toutes et tous égaux dans l'expérience qu'on a du cancer. Le mot cancer, on ne réagit pas toutes et tous de la même façon. Si vous êtes quelqu'un qui, dans sa famille, a eu des cas de cancer, mais que tout le monde s'en est sorti, que ça s'est plus ou moins bien passé, vous avez une vision assez optimiste quand même, etc. Quand au contraire, vous êtes quelqu'un qui, dans sa famille, il y a eu beaucoup de cancers, mais à chaque fois, l'issue a été fatale, forcément, l'annonce du mot cancer ne vous fait pas la même chose. Là-dessus aussi, sur l'expérience, on est en fonction de notre âge. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois, on a dit heureusement les choses elles évoluent, mais quand vous avez 80 ans et que vous avez vécu dans votre famille des cancers avec des pathologies qui ne se soignaient pas, vous avez du mal à comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, certaines de ces pathologies, on peut les soigner. Donc quand on annonce une pathologie type pancréas, etc., vous ne l'appréhendez pas de la même façon que quelqu'un peut-être dans votre même famille qui a 20 ans. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que ça permet de montrer qu'ici, tout à chacun, même si l'épée de Damoclès, on ne s'est pas fait entailler le nez, on a toutes et tous une vision et une appréhension par rapport au cancer qui est différente. On a parlé de parcours de vie, on a parlé de parcours professionnel, on parle de parcours de soins. Une petite erreur en France, je pense, c'est qu'on oublie de parler de parcours de santé. Et c'est là aussi où je trouve que c'est important, parce que les personnes, quand elles sont... on leur annonce qu'elles ont un cancer, elles ne rentrent pas tout de suite forcément dans le parcours de soins. On va d'abord chercher, on va poser des mots, on va poser un diagnostic, et après, il va y avoir explication sur voilà, à quelle sauce, entre guillemets, tu vas être mangé, qu'est-ce que tu vas combattre et comment tu vas y aller. Mais quand on arrive à la fin du parcours de soins, d'un seul coup, vous passez de 3 rendez-vous, et encore c'est un minimum 3 rendez-vous médicaux par semaine qui vous sont imposés, vous avez un agenda de ministre, vous n'avez rien demandé, eh bien vous passez de 3 rendez-vous à rien du tout, si un contrôle dans 3 mois ou dans 6 mois, mais en attendant, qu'est-ce que je fais? Le grand vide, ce grand vide, il est... Voilà. Donc nous, à la Ligue, on essaye d'être un petit peu à tous ces niveaux-là. Rémi, tout à l'heure, vous a parlé de tout ce qui était proposé pour les personnes qui sont en cours de soins et les proches. Mais on essaye aussi justement de faire en sorte que au sein des sociétés, au sein des entreprises, avec que ce soit aussi bien au niveau des managers que des salariés, eh bien un petit peu de prendre la place de chacun et d'essayer de leur faire comprendre, tiens, regarde, quand tu es là, ou quand tu as ces propos, alors propos maladroits, des fois, ils font très très mal, quoi. Donc, on a différents dispositifs qui existent. On a développé au niveau national ce qui s'appelle Ligue Entreprise. Rémi vous a dit tout à l'heure, ce qui se fait en Moselle, c'est pas forcément ce qui se fait, j'ai envie de dire, en Bretagne, etc. Donc, faut pas hésiter à se rapprocher des différents comités. Mais il y a des comités qui sont engagés dans Ligue Entreprise, c'est-à-dire qu'il va y avoir des actions de prévention qui vont être proposées. Ça peut être de la prévention primaire, c'est-à-dire, qu'il y a 40% de cancers évitables. Sur quoi je peux jouer ces 40%-là? Sur quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Il va y avoir de la prévention secondaire, c'est-à-dire la promotion des dépistages organisés, on en entend souvent parler 50-74, mais aussi la question du dépistage individuel. En fonction de vos facteurs de risque, en fonction de votre âge, il y a des choses qui peuvent être préconisées, et donc on va informer. On va venir avec des bustes de palpation
pour l'auto-examen, pour voir justement ces gestes. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble prévention qui peut être réalisé. On peut venir au sein de l'entreprise aussi présenter ce que la Ligue fait sur le département, de façon à ce que toutes et tous soient informés, aussi bien les managers que les salariés, puisque on l'a dit tout à l'heure, on a dans notre entourage des gens, si on n'est pas soi-même directement impacté par le cancer, on a un ami, un voisin, une voisine, un cousin, une cousine, etc. Et donc savoir, parce que la Ligue est souvent plutôt identifiée comme financeur privé associatif de la recherche, oui, mais pas que, on fait plein d'autres choses, donc aller informer au sein de l'entreprise. Et puis le troisième volet, vraiment là plus lié au retour à l'emploi, qui est le serious game, l'utilisation du serious game. Alors malheureusement, on n'a pas pu venir avec, et on aurait aimé, puisque Sandrine Cadour, notre collaboratrice qui est avec nous, aurait pu vous faire une petite démonstration. Un jeu avec un dé, tout simplement. On jette le dé, on avance des petits pions, il y a des cases, il y a des mises en situation, et puis chacun va réagir un peu à sa façon. Et justement, on va travailler sur les mots maladroits, on va travailler sur l'identification, le positionnement, sur plein de choses. Et puis, pour certains départements aussi, la possibilité d'avoir une conférence de sensibilisation des managers pour justement essayer de faire en sorte, je dis toujours, il faut prendre quelqu'un, prendre sa chaise, tiens, vas-y, assieds-toi, regarde. C'est un petit peu comme quand on a une caméra. De là où c'est filmé maintenant, ça ne fait pas le même effet que quand on est ici et que c'est filmé dans l'autre sens. Donc on essaye de faire en sorte que chacun prenne une place différente pour pouvoir comprendre et éviter justement de se retrouver dans des situations. On n'a pas parlé non plus de la commission. On a une commission d'aide financière aussi aux malades qui permet parfois, voilà, il y a plein de choses. Venez vers les comités, rapprochez-vous des comités de la Ligue pour savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui peut être proposé. Le panier des soins de support, aujourd'hui, il n'existe pas partout en France, parce que là aussi, les comités n'ont pas forcément les mêmes moyens, ni les mêmes moyens humains, ni les mêmes moyens financiers. C'est une faiblesse, mais c'est aussi une force, parce que ça veut dire qu'on peut faire des choses qui ne se font pas dans d'autres départements. Je peux faire beaucoup plus de prévention tabac ici, à proximité de la frontière luxembourgeoise, que ça ne se fait encore dans d'autres départements qui estiment que la politique d'augmentation des tarifs du tabac va fonctionner. Donc c'est voilà, force et faiblesse, mais en même temps, aujourd'hui, au niveau national, on va tendre vers on va dire un lissage, c'est-à-dire que les soins de support, on va faire en sorte qu'il y ait un minimum de soins de support qui soient proposés sur l'ensemble des départements en France. Les actions comme Ligue Entreprise, elles vont aussi tendre à se développer. Mais même si la partie serious game et la partie conférence, sensibilisation des managers ne se fait pas sur un département, vous pouvez être sûr que de la prévention, une action de sensibilisation quand même, il va pouvoir y avoir une présentation de la Ligue, il va pouvoir y avoir. Donc voilà, vous faites le site de la Ligue, vous avez chacun des départements, vous avez les coordonnées, vous savez comment nous joindre. Merci beaucoup pour ces explications. Donc, moi, ce que je retiens, vous allez me trouver minimaliste, mais le fait que vous puissiez faire des actions de sensibilisation, de prévention, ça veut dire que les employeurs, par le biais de ces actions, peuvent aussi faire en sorte que les cancers de leurs agents soient détectés plus tôt, donc soient plus faciles à soigner. Et donc, au final, on limite l'impact aussi bien sur la santé des agents que sur le fonctionnement des services. Là, je suis un peu gestionnaire pour le coup, mais c'est plus de chances de guérison. C'est comme ça qu'on vous avez raison. Oui, c'est mieux dit, mais c'est votre cœur de métier. Merci. Et qu'en fin de compte, vous pouvez également proposer des actions de sensibilisation pour les encadrants. Et on a vu que c'était quand même particulièrement... Enfin, le témoignage de Jessica était quand même, et de Monsieur Bruce était quand même suffisamment clair, éclairant pour donner envie d'aller dans cette direction-là. Et puis la Ligue, quelque part aussi, c'est aussi une force, c'est qu'il y a des dispositifs aujourd'hui qui n'existent pas forcément et sur lesquels parfois on essaye d'impulser des choses, d'être précurseur. On a été beaucoup à l'écoute des malades avec les premiers états généraux des malades avant même qu'il y ait des plans cancer. Et donc parfois il y a des départements qui vont initier, qui vont faire une expérimentation. Et quand ça fonctionne bien, les autres, on n'est pas bêtes. On ne va pas réinventer l'eau chaude, on copie.
Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, c'était répété à plusieurs reprises. Il n'y a pas les mêmes dispositifs d'un territoire à l'autre, donc on ne peut pas vous donner une cartographie toute simple. Vous voyez, au niveau du FIP, c'est simple. Il y a Cap Emploi, il y a un catalogue, il y a des passes, il y a des prestations. Donc il y a une homogénéité. Le territoire est couvert de manière homogène. Du côté des dispositifs d'appui comme ça, autour du cancer, c'est un peu différent. Alors heureusement, on a le dispositif spécifique régional du cancer Grand Est, Néon, représenté aujourd'hui par Carole Ayave et Florence Blot, qui a justement, et vous avez cette mission notamment, parce que vous en avez plusieurs, et vous avez compris que le temps pressait un peu, donc on va aller à l'essentiel. Donc, vous avez cette mission également de donner une vision globale à l'ensemble des acteurs pour qu'ils arrivent à s'y retrouver et surtout de ne pas passer à côté d'un service dont ils auraient cruellement besoin. Voilà, tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup de nous avoir sollicité et proposé d'intervenir aujourd'hui. Alors pour vous présenter la plateforme Cancer Solidarité Vie, donc c'est Florence qui va vous la présenter. Mais juste quelques mots à propos du DSRC. Donc c'est un acronyme, encore un, qui veut dire Dispositif spécifique régional du cancer. Et en fait, c'est le nouveau mot pour appeler les réseaux régionaux de cancérologie. Donc depuis 2019, donc depuis que l'INCa a publié le nouveau référentiel et qui a fixé les missions des DSRC autour de 4 axes, donc de contribuer à la coordination de l'organisation régionale de l'offre de soins et à sa lisibilité. Et là, par exemple, on va essayer de proposer sur notre territoire, qui est le Grand Est, de la lisibilité à la fois en termes de traitement du cancer, mais aussi d'offres de soins de support à travers un annuaire qui s'appelle Oasis. Le deuxième axe qui porte sur la promotion de la qualité et de la sécurité des traitements des patients atteints de cancer. Donc là, on va travailler avec les professionnels de santé sur de la mise à jour et de l'implémentation de références de bonnes pratiques en région, par exemple. Le troisième axe, sur développer l'expertise et l'expérimentation de projets communs innovants et d'accompagner les évolutions de l'offre de soins. Donc sur les projets communs innovants, on porte un article 51 sur l'expérimentation de parcours de thérapie orale en ville, mais aussi par exemple sur le territoire alsacien en coportage avec l'ADAPI Papillon Blanc, tout un projet pour accompagner les personnes en situation de déficience intellectuelle du dépistage jusqu'au parcours de soins. Et le dernier axe, et c'est dans celui-ci que se place la plateforme CSV, de contribuer à l'information et la formation, non seulement des professionnels de santé, mais aussi des patients et des aidants. On est bien sûr en appui de l'ARS et de l'INCa, et on a en interface de ce qu'on nomme l'ADIRESCA, qui est une association nationale qui regroupe tous les dispositifs spécifiques régionaux du cancer, parce qu'il en existe un sur chaque région, métropole, outre-mer. En Grand Est, nous avons 3... Ah non, je montre là, ça ne va pas, c'est pas grave, c'est là. Nous avons 3 antennes, le siège qui est situé à Vendeuvre-les-Nancy, une antenne à Reims et une antenne à Strasbourg. Et pour finir, donc on est une association loi 1901. Tous les établissements de santé autorisés pour le traitement du cancer sont obligés d'adhérer au DSRC, et c'est comme ça dans toutes les régions, c'est la loi qui a mis ça en place. Donc qui dit association loi 1901, dit conseil d'administration, dit bureau. Et donc notre petit nom Néon, parce que tous les autres DSRC s'appellent ONCO, donc OCO, RIF pour Île-de-France, ONCO BFC pour Bourgogne-Franche-Comté, et nous c'est Néon pour Network Oncology. Donc c'était le premier président du DSRC là, quand il a été mis en place en 2019, enfin le premier bureau qui a choisi ce nom. Et notre financeur principal est l'ARS. Merci. Donc en fait, vous allez peut-être nous présenter le site. On a promis un site qui allait nous permettre de nous y retrouver. Donc je vous laisse dire 2 mots le temps de retrouver la page, mais ça devrait être rapide. J'ai coupé le micro. Dans vos pochettes, vous avez un petit marque-page coloré, donc vous pouvez retrouver aussi l'adresse du site CSV avec un petit QR code. Et puis si jamais il n'était pas dans votre pochette, peut-être que Florence en a encore, je ne sais pas. Oui. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le mentionnait Carole, donc l'information des patients et des proches fait partie de nos missions. Donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit la plateforme qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc Cancer Solidarité Vie, donc qui est là pour pouvoir informer. Je peux venir là ? Ok. Bon. Avec le contrôle, si vous les zoomez.
Donc la plateforme Cancer Solidarité Vie qui va être là pour informer et orienter dans le Grand Est, que ce soit les patients, les proches, donc ça peut être la famille ou également les collègues, les employeurs, sur toute la vie autour du cancer, donc la vie quotidienne, et également dans la vie quotidienne on a le travail qui est la thématique d'aujourd'hui. Donc je vous propose d'abord quelques mots sur l'origine de cette plateforme. Donc, il y a une dizaine d'années, une enquête a été menée donc, auprès des patients et des proches en Lorraine, voilà, pour voir quel était l'impact du cancer sur leur vie. Donc, bien sûr, comme ça a été mentionné aujourd'hui, l'impact va bien au-delà de la maladie. Ça impacte tous les pans de la vie quotidienne et cela a montré un besoin cruel d'information et d'orientation sur tout ce qui peut exister autour du cancer. Donc, suite à cette enquête, une association s'est mise en place autour du professeur Sommelet, donc, qui était chef de service donc, aux pédiatries au CHU de Nancy, donc, qui s'appelait aussi Cancer Solidarité Vie et qui a conçu et lancé la plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, la plateforme donc, elle est née donc, en 2020 et depuis 2021, donc, elle est gérée par le DSRC, donc, que vient de présenter Carole. Donc, je le disais, donc, elle est à destination des patients, des proches, mais également des professionnels qui vont intervenir dans le parcours et qui vont avoir besoin soit d'informations simples, voilà, une petite recherche rapide, ou également pour pouvoir fournir un outil aux personnes qui les accompagnent, pour pouvoir les accompagner. Donc CSV, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça va être des... Alors, je vais tenter avec la souris. Voilà, ça va être des articles d'information, donc on peut retrouver via des thématiques, donc soit vers l'onglet en haut, soit par ici. Je vous fais la présentation de la plateforme en même temps. On a également une partie qui concerne l'orientation avec la cartographie des ressources, donc ce qu'on appelle la carte des acteurs, on peut retrouver ici, avec toutes les ressources disponibles dans le Grand Est. Donc comme on me le mentionnait, ce n'est pas la même en fonction des départements, donc on a essayé de pouvoir regrouper au même endroit tout ce qu'on peut retrouver sur la région. Et la dernière grande partie, donc, qui est un agenda avec les événements à destination des patients et des proches, mais je vous le montrerai un peu plus en détail par la suite. Donc, si je commence par vous présenter donc, la partie d'information, donc on va s'intéresser au travail vu que c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc, si je clique ici, vous arrivez sur une page qui regroupe les différents articles de la thématique. J'ai essayé d'identifier 3 grands types de contenus que vous pouvez retrouver. Donc, tout d'abord, on le mentionnait, c'est ce besoin de sensibiliser sur qu'est-ce que le cancer et les conséquences que ça peut avoir sur la vie professionnelle. Donc, on ne revient pas après un cancer comme un retour de vacances ou après une grippe. Donc, il y a certaines petites choses à savoir qui pourraient être utiles pour les collègues, les managers. Donc, on a des articles, par exemple, sur un podcast Cancer et Travail qui aborde cette thématique, ou alors un article Comment aborder le sujet du cancer en entreprise. On va retrouver différentes petites ressources avec les mots qui blessent, des petits conseils, comme vous le mentionnez en début de matinée. Donc, il y a cette première grande partie d'articles sur la sensibilisation. On retrouve également des articles qui vont informer, donc principalement, on va dire, le patient, le proche, sur les aides et les dispositifs dont il peut avoir besoin. Donc, par exemple, un guide de l'Institut national du cancer qui résume tout ce qui peut être nécessaire, et tout ce qui existe pour le maintien et le retour à l'emploi. J'en oublie. Alors, attendez. Voilà. Je vais sur la deuxième page, je retrouve le bon article. On mentionnait également des effets secondaires qui peuvent impacter le travail. Donc là, on va retrouver un article d'information sur les pertes de mémoire et qu'est-ce qui peut être mis en place pour pouvoir y pallier. Et enfin, donc, un dernier type de contenu qu'on va pouvoir retrouver sur la plateforme, qui est cette fois plutôt pour orienter, qui va présenter les différentes ressources et dispositifs qui sont disponibles. Donc, par exemple, là, si je prends l'exemple d'Emploi Cancer, où je le voyais juste avant, des associations qui peuvent être présentées, comme l'ANIAC Lasso, qui est une association nationale. Donc on retrouve sur CSV à la fois les ressources au niveau local, mais également des ressources qui peuvent être disponibles à distance, parce que ça se développe de plus en plus. Donc voilà pour la partie article. Je vais juste vous montrer rapidement un article, quand on clique dessus. Si je prends l'ANIAC Lasso, on est sur un article synthétique, concis, donc c'est voulu pour pouvoir renvoyer vers les références d'intérêt, donc qui sont toujours des sites fiables
pour éviter de se perdre dans la jungle de ce qu'on peut trouver sur Internet, on renvoie vers des ressources validées, des sites gouvernementaux par exemple, des associations. Et lorsque c'est pertinent, en bas de l'article, on va le retrouver par exemple ici, un lien vers les acteurs concernés. Donc là, on présente une association, donc on va retrouver les coordonnées de l'association en question. Et on pourra également le retrouver via une autre partie du site. Je le mentionnais, la cartographie des acteurs. Donc si je remonte, voilà, vous voyez également. Donc vous cliquez sur la petite pastille carte des acteurs. Donc cette fois, si ça veut bien, voilà. On va arriver sur une visualisation cartographique de toutes les ressources donc des établissements de santé, des services publics, des associations, et j'en passe, qui sont référencés sur CSV. Actuellement, il y en a un peu plus de 600. On peut les rechercher soit par mots-clés, soit par thématique. Ce sont les mêmes que pour les articles. Donc on va retrouver le travail, le bien-être. Aujourd'hui, on est sur le travail, donc je peux vous montrer ce qu'on trouve pour le travail. Et après, on va pouvoir également affiner par sous-thématique, si on le veut, donc reprise d'activité, maladie professionnelle, et également par ville pour pouvoir retrouver au plus près de chez soi et adapter le périmètre. Donc si je prends quelques exemples de ressources qu'on peut retrouver, on retrouve la GFIP qui était présente dans cette table ronde, Cap Emploi 50, les différents Cap Emploi, si je les retrouve, voilà, oui, ils sont là. Donc les différents Cap Emploi, je peux vous montrer un exemple de fiche. Donc pareil, une description très synthétique de la structure. On retrouve ces coordonnées. Si on descend, on va retrouver les acteurs similaires et les articles qui sont en lien, qui pourraient présenter plus en détail les missions de la structure. Et il y a bien sûr la Ligue. Si vous voulez, je vais juste. Oui. Voilà. Sinon, je vous dis l'exemple de la Ligue était bon aussi parce que ça permet de faire le lien avec ce besoin de connaître les soins de support qui sont disponibles sur le territoire. Si je le retrouve, voilà. Donc on va prendre celui-ci, voilà, la Ligue contre le cancer. On parlait de ces soins de support qui sont différents en fonction des départements. Donc, comme le mentionnait Carole, on met à disposition un annuaire des soins de support et des accompagnements disponibles dans le Grand Est. Et là, sur la fiche qu'on retrouve sur Cancer Solidarité Vie pour le comité départemental du Bas-Rhin, donc pour la Ligue contre le cancer, on retrouve le petit lien qui référence tous les soins de support qu'ils peuvent proposer. Et pour être exhaustif sur ce que propose le site, je vous propose de découvrir la partie agenda. Oui, dernier point. Le premier, c'est le dernier, c'est juste pour être exhaustive. Le dernier point, donc, c'est la partie agenda. Donc, avec, on va regrouper les événements à destination des patients, des proches, du grand public. Donc, ils vont permettre de les sensibiliser sur des thématiques, par exemple Juin jaune, qui est la sensibilisation contre les cancers de la peau. On va également retrouver des événements d'information, des séminaires, des webinaires, des rencontres avec des associations de patients ou encore des ateliers bien-être qui peuvent être proposés ponctuellement pour les patients. Donc, si je peux me permettre un dernier petit point. Cancer Solidarité Vie s'enrichit continuellement, donc il y a régulièrement du contenu qui apparaît. Si vous identifiez des sujets ou des structures qui n'y sont pas, n'hésitez pas à nous faire signe et on pourra voir ensemble pour l'ajouter. Puis sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous invite sur Cancer Solidarité Vie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants sur cette table ronde. Vous avez donné une vision claire des appuis, des services que les employeurs peuvent mobiliser pour eux-mêmes ou réorienter leurs agents malades pour qu'ils puissent bénéficier d'appuis adaptés. Merci encore.